Bienvenue à tous. Troisième coup d'État militaire en Guinée depuis son indépendance, le troisième dans la région en 5 mois. L'armée plus incontournable que jamais dans le jeu politique de plusieurs pays africains. Dimanche 5 septembre, les Guinéens se sont réveillés en apprenant la chute du régime d'Alpha Condé qui venait de rempiler il y a moins d'1 an à la tête du pays pour un troisième mandat controversé et à l'issue d'un processus électoral qui a coûté la vie à des dizaines de personnes. Des images de son arrestation ont vite circulé sur les réseaux sociaux avant qu'on ne découvre le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia, qui dirige le groupement des forces spéciales créé par l'ex-président Condé il y a juste 3 ans. Avec un comité national du rassemblement et du développement aux commandes ayant à sa tête le colonel Doumbouya, la Guinée s'engage dans une nouvelle transition militaire. Pourquoi assiste-t-on à un retour des coups d'État en Afrique de l'Ouest ? Comment garantir la stabilité institutionnelle en Afrique? Quelles doivent être les priorités des nouveaux maîtres de Conakry? C'est tout de suite dans Washington Forum. En Guinée, la junte au pouvoir continue d'envoyer des signaux forts. Plusieurs détenus, dont des responsables du Front national pour la défense de la Constitution, ont été libérés mardi soir à Conakry. Le sort d'Alpha Condé reste incertain, mais les militaires assurent qu'il est en lieu sûr. Retour sur le coup d'État du dimanche 5 septembre avec notre correspondant Zakaria Kamara. C'est le premier groupe de prisonniers politiques qui a quitté la prison civile de Conakry. Les militaires ont aussi ordonné la réouverture des locaux de l'UFDG de cellule d'Alain Diallo. Le principal opposant Alpha Condé avait quelques heures plus tôt offert sa caution à la junte. Les motifs qui fondent son action salvatrice et leur finalité se confondent avec les aspirations de l'ANAD, que sont le rassemblement de notre nation, la refondation de notre État, la lutte contre la corruption et l'impunité. C'est pourquoi le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAD dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. Tout a commencé dimanche. Les éléments des forces spéciales ont lancé une offensive et en quelques heures, les choses ont très vite évolué. Le coup d'État est confirmé par les militaires. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne, à travers le Comité national du rassemblement et du développement, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. Lundi, le colonel Doumbouya rencontre les ministres sortants à Conakry. Il n'aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Dans la capitale, les discours du colonel Doumbouya sont scrutés et commentés. La junte se bat en guerre contre l'instrumentalisation de la justice. Il ne faut pas que la junte commence à dicter aux magistrats leur conduite. Je crois que la manière dont ils ont été arrêtés, qu'on les libère de la même manière, s'il y a un non-lieu, dresse un non-lieu pour que le casier judiciaire soit vierge. Comme il a fait une décision là, il n'a pas tout dit. On l'écoute d'abord. Après, dans ces 2-3 jours-là, on va voir leur réalisme. On ne veut pas retarder avec eux. Nous voulons qu'ils organisent ça, leur défi, c'est d'organiser une élection libre et transparente, donner à celui qui a pu remporter aussi dans les urnes. Le président du Conseil national pour le rassemblement et le développement a dissous l'Assemblée nationale et la Constitution. Le nouvel homme fort de Conakry promet la rédaction d'une nouvelle Constitution et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Merci beaucoup Zakaria et nos invités pour le débat. Ici à Washington, Nema François Chérif, juriste et politologue. À Dakar, Mathias Umpe, politologue, administrateur du programme Gouvernance à Osiwa, l'Open Society for West Africa. Et à Paris, Abdelaziz Moundé, journaliste et consultant en relations internationales. Merci à tous, messieurs. Alors, je démarre avec vous, François Nema Chérif. La Guinée renoue avec les militaires qui n'ont pourtant pas bénéficié d'une très bonne réputation lorsqu'ils étaient aux affaires. Alors, pourquoi, malgré cela, ce coup d'État semble bénéficier d'un soutien populaire et même du principal opposant, Cellou Dalein Diallo? Vous savez, depuis très fort longtemps, la Guinée, c'est le troisième coup d'État en République de Guinée, dirigé par les militaires, naturellement. Mais pour que chaque fois qu'il y ait un coup d'État, la population semble adhérer très facilement, comme le dernier cas. Et en 1984, à la mort de Sékou Touré, le colonel Lassana Conté a pris le pouvoir et il a libéré les prisonniers politiques. Il a changé le système politique qui était en place et économique. Les socialismes nous sont venus à un système libéral. Et à la mort de Lassana Conté, le capitaine Dadis a encore pris le pouvoir et la population a adhéré massivement. Voilà le dernier cas qui se développe. Donc les mêmes causes presque produisent les mêmes effets. Ce dernier coup d'État, malgré l'histoire très sombre des militaires au pouvoir en Guinée, et semble souvent être l'unique solution. Et si vous avez suivi l'actualité en Guinée depuis plus de 2 ans, le FNDC, qui est le Fonds national pour la défense de la Constitution, les militaires... Vous me suivez? Oui, je vous écoute. En fait, vous voulez dire que c'est un peu le contexte actuel qui a été un peu à l'origine de ce coup d'État, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. On pourra y revenir si vous le voulez bien. Je voulais aller à Dakar. Mathias Umpe, le Tchad, le Mali et maintenant la Guinée, tout ça en l'espace de 5 mois. Les régimes militaires sont-ils de nouveau à la mode en Afrique de l'Ouest? Non, je ne dirais pas encore qu'ils sont déjà à la mode. Mais il faut reconnaître que la manière dont la démocratie est gérée dans nos pays crée les conditions qui favorisent l'intrusion des acteurs politiques, des militaires, je veux dire, des hommes en uniforme dans le jeu politique. Si vous regardez la plupart de nos pays aujourd'hui, vous avez le sentiment que le système démocratique est pris en otage, est capturé par un petit groupe, avec, en conséquence, tous les reproches qui sont faits aujourd'hui par les militaires en Guinée, qui se déroulent dans quasiment tous nos pays. Et donc, c'est facile pour un militaire de prendre le pouvoir et d'aligner ses reproches, et donc de se présenter comme quelqu'un qui vient redresser les torts. Et donc, je pense qu'il y a quelques cas qu'on observe, mais qu'il faut qu'on fasse attention dans la manière dont on gère la démocratie pour éviter justement que ça devienne une tendance. Est-ce qu'on doit parler d'effet domino ici? Pourquoi les militaires se sentent un peu le besoin de revenir au devant de la scène dans ces pays? Est-ce qu'il y a un effet contagion? Non, je pense qu'il faut regarder le cas spécifique de chaque pays. Pour le moment, je ne vois pas encore comme une tendance. Vous voyez que le Tchad a connu une situation particulière où le chef de l'État, de façon inattendue, est mort et il fallait gérer la suite. Et donc, ceux qui sont organisés dans ce genre de situation, ce sont les militaires. Le Mali a été également, de mon point de vue, un cas particulier parce que sur plusieurs mois, c'est comme si le pays connaissait une sorte d'instabilité politique. Et donc, une fois encore, c'est facile pour les militaires dans ce genre de situation. Le cas que je considère vraiment comme un coup d'État, comme les cas où on était habitué par le passé, c'est le cas de la Guinée. Parce que si vous faites attention ces derniers mois, il n'y avait aucune tension palpable en Guinée. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de remous. Donc, il n'y avait rien qui justifiait l'intrusion des militaires. Et pour moi, le cas de la Guinée est vraiment le cas qu'on considère comme un coup d'État pur et dur, comme on en avait l'habitude dans les années 60. Alors, Nema, est-ce que le troisième mandat
d'Alpha Condé a été le facteur le plus déterminant ici, ou il y a d'autres facteurs? Certains estiment que si le changement constitutionnel était la principale cause, le coup d'État aurait peut-être pu avoir lieu avant les élections. Exactement. Bon, le coup d'État qui a eu lieu en Guinée est la somme de plusieurs facteurs. Mais le facteur dominant, c'est surtout le troisième mandat imposé au peuple de Guinée par l'ex-président Alpha Condé. Mais qu'à cela ne tienne, mon frère venait de dire que rien ne justifiait le coup d'État en Guinée, mais beaucoup d'éléments justifiaient le coup d'État. Et depuis l'imposition de ce troisième mandat au peuple de Guinée, la Guinée était dans un pays, on est dans une situation de non-guerre, non-paix. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de guerre. Et tout était calme. Et on dit souvent quand le lac est très calme, c'est que la profondeur est à redouter. Mais Alpha Condé avait, si on peut le dire ainsi, le soutien de l'armée pour ce troisième mandat. En tout cas, on ne l'avait pas vu publiquement. Vous savez, il avait personnalisé le pouvoir. Tout était lui. Il était là, il menaçait, il emprisonnait, il éloignait les militaires qu'il craignait. Et les Guinéens avaient peur, il avait instauré un climat de terreur dans le pays, les opposants emprisonnés, et même ceux qui se trompent sur le nom de certains ministres, comme le leader du bloc libéral, Dr Faya, il s'est trompé, le simple fait de se tromper du nom du ministre de la Justice, il s'est retrouvé en prison. Les politiciens, les militaires avaient peur, il a divisé l'armée, il a divisé les politiciens, il a trouvé comme arme pour régner pendant longtemps, c'est d'éloigner au sein de l'armée ceux qui comptent comme une menace dans les ambassades, tels que Idi Amin, Abakar Sidiki Camara qui était au Cuba, Edouard Théa qui était parti comme ambassadeur en Angola. Donc pour lui c'était la solution, mais c'est mal connu. Et comme je suis d'accord avec mon frère quand il disait que l'armée reste toujours le corps le plus organisé dans ces circonstances, c'est pour ça que c'est très facile pour l'armée d'intervenir et de montrer un visage de sauveur de la nation. D'accord, très, très intéressant tout ça. Mathias Oungpé, quelles que soient les réelles motivations derrière le coup d'État, la question de fond reste la solidité et la crédibilité des institutions, n'est-ce pas? Autrement, il y aurait plutôt des manifestations contre le coup d'État si le peuple peut-être avait estimé qu'il y avait une confiscation. Exactement, vous avez raison. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la manière dont nos démocraties fonctionnent depuis quelques années, c'est que en fait les institutions sont capturées par ceux qui sont au pouvoir et sont instrumentalisées. Et donc vous avez la justice qui est instrumentalisée pour poursuivre qui on veut. Vous avez par exemple la Cour constitutionnelle qui est instrumentalisée pour valider n'importe quelle décision. Et donc je pense que les citoyens sont sensibles à tout cela et comprennent très bien qu'ils ne sont plus les détenteurs légitimes du pouvoir d'État dans leur pays. Et donc, lorsqu'il y a une situation de coup d'État comme celle-là, vous avez tout au moins une partie de la population qui sort pour manifester sa joie et espérer que les militaires vont aider à remettre la démocratie sur le droit chemin. Mais je vous assure que ce qui se passe en Guinée, tous les reproches qui sont faits en Guinée au gouvernement Alpha Condé, on peut les faire dans la plupart des pays de la sous-région en Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors, François, donc c'est la question de la gouvernance et des institutions qu'il faut tacler si on veut éviter les coups d'État, n'est-ce pas? Mais comment? C'est un peu la question. C'est vrai, c'est l'une des solutions. C'était le souhait du peuple de Guinée et de la plupart des peuples d'Afrique d'avoir des institutions très fortes. Et à la tête, un patriote qui est conscient, qui sait qu'il est là pour un mandat ou deux mandats, et à la fin de son mandat, il cède à quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, la plupart de ces pays, comme Alpha Condé, il avait dit tout récemment qu'il n'avait pas de successeur, qu'il n'avait pas préparé de dauphin, qu'il n'avait pas d'amis en Guinée. Il était devenu, à la fin, après avoir obtenu un troisième mandat qu'il a forcé les Guinéens à accepter, il était devenu très arrogant. Il n'avait pas de considération pour qui que ce soit. Les institutions, aucune institution ne fonctionnait. À la dernière minute, avant le coup d'État, aucun ministère n'avait son budget.
les institutions républicaines qui sont censées veiller au bon fonctionnement de notre système démocratique, aucune institution n'a eu le budget. Donc ces institutions sont devenues quasiment inexistantes dans la pratique. Personne ne pouvait élever le ton face à un président qui semblait micromanager tout, qui avait réservé tout et avait créé un gouvernement bis à la présidence et a retiré l'essentiel des rôles des ministres. Il a concentré à ses cadres qui l'entourent à la présidence, mais eux aussi, ils n'ont pas ni les compétences ni le budget nécessaire pour faire le travail des ministres. Donc toutes les conditions là sont réunies. C'est vrai, la plupart de nos pays francophones, contrairement à nos frères anglophones en Afrique, eux, ils préparent, dans les constitutions, c'est prévu une succession ordonnée. Et généralement, dans la plupart des pays francophones, c'est le président de l'Assemblée nationale. Sauf l'exception faite pour la Côte d'Ivoire. Mais regardez pour la Côte d'Ivoire. Même pour donner le nom du vice-président qui devrait assurer les vacances, ça pose problème aujourd'hui. Tout ça, c'est des facteurs qui encouragent la confusion. On ne peut pas gérer un État dans une confusion totale. C'est la confusion créée au sommet de l'État qui encourage les militaires à intervenir, puisque c'est le seul corps qui reste organisé et soudé en des cas. D'accord. Alors, on va aller aux commentaires Facebook rapidement avant la pause. Des commentaires de nos téléspectateurs. Djibril Diallo à Conakry nous dit « Le coup d'État en Afrique intervient lorsqu'on veut tromper tout un peuple pour rester au pouvoir éternellement. C'est vraiment très triste pour les présidents africains. » Archiduc Théodore N'Djamena écrit « Le coup d'État en Guinée était un mal nécessaire car les Guinéens en avaient marre d'assister à un régime démagogue qui modifie la Constitution pour se maintenir au pouvoir. » Et puis Alphonse Mbouaki à Kinshasa, il dit « Pour garantir la stabilité institutionnelle en Afrique, il faut rendre les institutions fortes et non donner de la force aux hommes politiques qui ne respectent pas les textes constitutionnels. » Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Ces dernières années, l'Afrique a été de loin le continent à compter le plus grand nombre de putschs dans le monde. Le continent a connu de nombreux coups d'État et de coups de force, comme celui qui vient d'avoir lieu en Guinée, où les officiers des forces spéciales ont renversé le régime du président Condé. Plus de détails avec Blanche Sanou. La Guinée a connu une série de coups d'État depuis la mort en 1984 du premier président Ahmed Sékou Touré. Le 3 avril 1984, un comité militaire prend le pouvoir, dirigé par le colonel Lassana Conté, qui régnera en maître absolu. Son régime fait face à une tentative de coup d'État en 1985 et à une mutinerie de soldats meurtrière en 1996. Le 23 décembre 2008, au lendemain du décès de Lassana Conté, un nouveau coup d'État renverse le gouvernement. Une junte prend la direction du pays sous l'appellation du CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement. À sa tête, le capitaine Moussa Dadis Camara. Moins d'un an après, soit le 3 décembre 2009, Moussa Dadis Camara est blessé par balle à la tête par son aide de camp. En 2010, Alpha Condé est démocratiquement élu président. Réélu en 2015 et 2020,
Tout bascule le 5 septembre 2021 lorsque des officiers des forces spéciales capturent Alpha Condé et prennent le contrôle de Conakry. Comme la Guinée, d'autres pays africains, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ou encore le Niger, ont connu plusieurs coups ou tentatives de coup d'État. En février 2010, au Niger, l'armée prend le pouvoir, déposant le président Mamadou Tandja. En 2012, le régime du président Amadou Toumani Touré est renversé par les militaires maliens. Au Burkina Faso, en 2015, moins d'un an après la chute de Blaise Compaoré, le président Michel Kafando est renversé par un coup d'État mené par une unité d'élite de l'armée. Au Mali, en 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé après plusieurs mois de crise politique. Quelques mois plus tard, soit le 24 mai 2021, les militaires arrêtent le président et le premier ministre après la nomination d'un nouveau gouvernement de transition. Le colonel Assimi Goïta est investi en juin comme président de transition. Depuis les années 50, il y a eu au total 204 coups d'État en Afrique, 104 coups d'État ratés et 100 couronnés de succès, selon les données compilées par deux politologues américains, Jonathan Powell et Clayton Tyne. Voilà, merci beaucoup Blanche. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. C'est à Washington, Nema François Chérif, juriste et politologue. À Dakar, Mathias Soumpe, politologue, administrateur du programme Gouvernance à Osiwa, l'Open Society for West Africa. Et à Paris, Abdelaziz Moundé, journaliste consultant en relations internationales, qu'on avait perdu en première partie. Donc je reste avec vous, Abdelaziz. Alors, on a vu que l'armée semble bénéficier en fait d'une certaine légitimité populaire. Est-ce qu'elle peut en profiter pour réconcilier les Guinéens quand on sait un peu que la politique identitaire est une réalité en Guinée? Aziz? Oui, c'est un paradoxe qu'il y a sur le continent. On aperçoit des foules en liesse qui saluent, qui exultent quand il y a une junte qui arrive au pouvoir, un comité avec des appellations diverses, alors que le président qui a été renversé était censé avoir remporté les élections entre 70 et parfois 90%, ce qu'on appelle généralement les scores soviétiques. Donc c'est un paradoxe qui s'est confirmé encore à Conakry. Dans le cas d'espèce, est-ce que c'est une légitimation du pouvoir ou tout simplement un ras-le-bol qui s'exprime par des cris de joie? On a vu à la sortie de prison des hommes politiques qui étaient des prisonniers politiques saluer ce coup d'État. On a vu le leader de l'opposition également en Guinée qui a également fait une conférence de presse, donné une conférence de presse pour saluer. Est-ce que c'est une façon de légitimer ou tout simplement de se contenter d'une situation qui n'arrangeait plus l'essentiel de la population? Dans le cas d'espèce, pour ce qui concerne la Guinée, ce qu'il faudra déterminer, observer, c'est d'une part, est-ce que les pressions extérieures, celles de la CEDEAO ou de l'Union africaine, vont contraindre le colonel Doumbouya et ses équipes à respecter un délai de transition? Deuxièmement, est-ce que le colonel Doumbouya va respecter à la fois est-ce que le colonel Doumbouya va respecter ce délai de transition pour que la Guinée retrouve un cycle normal? Retrouve un cycle normal de deux façons. Que dans le marbre de la Constitution... Je crois qu'on a quelques soucis. Et justement, je voulais un peu rebondir sur cette question de durée de transition. Mathias Soumpe, on a vu dans le cas du Mali, la CEDEAO mettre la pression sur les militaires pour qu'ils respectent le délai des 18 mois. Est-ce qu'on doit mettre cette pression aux militaires sur la durée pour rendre le pouvoir aux civils, ou il faut leur donner le temps qu'il faut pour une transition réussie? Non, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut réduire la durée de transition, la réduire autant qu'on peut. Parce qu'un gouvernement de transition n'est pas supposé être un instrument pour la recherche de solutions aux problèmes d'une société. Les militaires ne sont pas, ma conviction c'est que les militaires ne sont pas la solution à nos problèmes en Afrique. Si on rencontre des difficultés dans le fonctionnement de la démocratie, les militaires interviennent, mais ils doivent comprendre que leur rôle, c'est aider simplement à remettre la balle à terre, à aplanir le terrain de jeu, mais à permettre au jeu de recommencer. Mais avec toutes ces questions liées à la Constitution, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même leur donner un peu de temps pour... Mais je vous assure, monsieur, pour réviser une Constitution, vous n'avez pas besoin de 2 ans ou 3 ans pour réviser une Constitution. D'accord. Pour organiser de nouvelles élections alors que
les élections ont été organisées en Guinée il y a à peine 9 mois. Vous n'avez pas besoin de 2 ans ou 3 ans. Donc je pense qu'en 1 an et demi, c'est un délai raisonnable pour réviser une constitution ou changer une constitution et organiser de nouvelles élections. Ça devrait suffire pour moi pour une transition. Et pour vous, Nema François, quel doit être le chantier prioritaire pour la transition militaire? Mon frère venait de dire qu'il ne faut pas les donner assez de temps. Moi, contrairement, je dis qu'il faut les donner assez de temps. Puisque c'est la 3e fois que nous faisons face à des coups d'État en Guinée. Et la première fois, avec Lansana Conté, la transition était bien partie, tout était stable, et jusqu'à l'arrivée en 90 de la démocratie. Après, le capitaine Dadis est venu, les politiciens étaient tellement pressés pour prendre le pouvoir de ses mains. Quand vous parlez de leur donner du temps, vous pensez à combien? Une transition de 18 mois? Une transition de 2 ans, à mon avis, suffirait de, nettoyer, faire les audits des départements ministériels, créer un comité national de transition avec des gens qu'il faut vraiment réfléchir à les sélectionner, des gens capables. Il faut donner le temps à l'armée de repartir dans les casernes. D'accord, leur donner le temps de se parler. D'accord, voilà. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Aziz Moundé, pour vous, c'est quoi une transition militaire réussie en Guinée? C'est une transition qui remet la question des institutions au centre du jeu. Qu'il n'y ait plus de 3e mandat d'un président. Je pense que la question fondamentale en Guinée, comme dans d'autres pays africains, c'est quand est-ce qu'on aura des institutions fortes et non des hommes forts? Quand est-ce qu'on aura des institutions fortes et non des colonels forts? Quand est-ce qu'on aura des institutions fortes et non des unités spéciales fortes? Quand est-ce qu'on aura des institutions et non des unités qui sont liées aux ethnies, des gouvernements qui sont liés aux ethnies du président et l'instrumentalisation du tribalisme comme arme de la politique? Un militaire au pouvoir, c'est la défaite du politique et c'est la dérive de la politique. Donc pour ma part, une transition de 2 ans, ça me semble être très long. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme politique en Guinée en mesure, ou un corps politique en mesure de revenir sur des bases essentielles. Ce qui a été l'erreur fondamentale d'Alpha Condé, c'est de vouloir s'éterniser au pouvoir en briguant un 3e mandat. Je crois qu'il faut dire les choses de manière fondamentale et de manière claire pour que la Guinée puisse repartir sur les chapeaux de roue avec des institutions claires, précises et nettes pour que la dévolution du pouvoir soit liée à des élections libres, à des élections démocratiques et que cette question de la légitimité soit fondée dans le marbre de la Constitution. Sauf que le problème ici, c'est qu'au Mali voisin, on met la pression sur les militaires, mais les militaires veulent maintenant plus une prolongation de la transition avec l'appui de certaines personnalités comme le shérif de Nyono. Est-ce qu'on ne risque pas un peu de se retrouver dans une situation où les militaires vont encore revenir, Aziz? Oui, parce que dans un pays... Oui, dans un pays, quand on n'arrive pas à avoir le politique pour régler les conflits dans la société, eh bien, les militaires viennent pour intervenir. Je pense que les militaires dans les démocraties africaines, entre guillemets, aujourd'hui, vont jouer un rôle qui sera de plus en plus pernicieux parce qu'ils vont venir corriger les dérives. Or, si on laisse le soin à l'armée de le faire, on va effectivement entrer dans le cadre étroit de ces dérives-là. Si, par exemple, on imagine que dans des pays comme la Guinée, on ne revient la Constitution pour être au pouvoir, débat à suivre très certainement. Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos partenaires, nos télépartenaires sur le